Le plan, c'est de parler de l'hyperthyroïdie en partant par la prévalence et la classification, et puis le diagnostic, c'est la partie la plus importante. Les comorbidités, enfin les messages à retenir de cette matinée hyperthyroïdienne. En termes de prévalence, juste se rappeler que c'est une maladie dont la fréquence de diagnostic augmente au fur et à mesure des années, et ce qu'on pense, c'est que cette augmentation, c'est dû à l'augmentation de l'espérance de vie des animaux et non pas forcément à l'augmentation de facteurs de risque pour développer la maladie telle qu'elle. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'on arrive à diagnostiquer de plus en plus précocement cette maladie. Donc en gros, aujourd'hui, il est conseillé de la rechercher chez des chats à partir de l'âge de 7 ou 8 ans, sachant que vous avez deux écoles de pensée. La première qui vous dit qu'il faut la chercher uniquement s'il y a des signes cliniques, et c'est un peu ce que moi je vous conseille, de ne jamais aller piocher dans des bilans de santé tout court, surtout pour des maladies hormonales. Et l'autre école de pensée, c'est notamment ce qu'on pourrait retenir de certaines études de bilan de santé, oui, on va dire chez des animaux sains, au moins sains selon les propriétaires, d'aller utiliser le dosage de la T4 comme dépistage d'une maladie qui n'est pas encore clinique. Pourquoi je vous dis que ce n'est pas cette dernière mon école de pensée? Déjà parce que, par exemple, dans cette étude, il n'y avait que 3 chats sur un nombre non négligeable d'animaux, c'était 100 animaux qui avaient une T4 qui était augmentée en dehors des valeurs usuelles alors qu'il n'y avait pas de signe clinique, ni selon le propriétaire, ni selon le vétérinaire à l'examen clinique et après anamnèse. Et d'un autre côté, on le verra après, parce que tandis que chez un animal hyperthyroïdien, la T4, certes, a tendance à varier de la journée, mais a tendance à varier de la journée toujours en dehors, au-dessus des valeurs usuelles. Chez un animal sain, la T4 a tendance à varier de la journée avec des variations qui peuvent sortir par moment des valeurs usuelles. Donc, est-ce que trouver une T4 totale à 75 chez un animal sain qui vient pour bilan de santé, ce 75 est-il vraiment le reflet d'une hyperthyroïdie qui est installée, qui fera parler d'elle dans quelques temps, ou ce n'est tout simplement une variation physiologique sous la journée? Comment je classifie cette maladie? L'hyperthyroïdie est dans la très très grande majorité des cas une hyperplasie thyroïdienne ou un adénome ou plusieurs adénomes, on parle de 97% des cas. C'est une maladie qui est très fréquemment bilatérale, donc ce n'est pas parce qu'on ne sent qu'un nodule qu'il n'y en a qu'un, il peut en avoir très bien plusieurs. Autrement, elle est unilatérale, autrement, plus rarement, elle est multifocale. Donc là, des exemples de scintigraphie et des 3 types de hyperthyroïdie bénigne. 3% adénocarcinome, il peut y avoir une transformation tumorale d'une hyperthyroïdie bénigne en hyperthyroïdie maligne, notamment sur la diagnostic à 7 ans, qu'on décide de ne pas faire de radiothérapie ni de chirurgie, qu'on met sous un traitement médical. Sachez, on le verra après, que les traitements médicaux vont augmenter la taille de ces nodules, vont stopper la production d'hormones, mais vont augmenter au fur et à mesure du temps la taille des nodules, et potentiellement on peut avoir une transformation tumorale. Et en cas d'hyperthyroïdie due à un adénocarcinome thyroïdien, malheureusement, dans 70% des cas, on a déjà des métastases au moment du diagnostic. Comment je fais pour savoir si c'est du bénin ou du malin? Évidemment, l'histologie, c'est le gold standard. J'opère, j'enlève le nodule, je l'examine, je sais si c'est bénin ou malin. Autrement, la scintigraphie, ça peut m'aider également à différencier du malin versus du bénin. Et sinon, j'ai ce qu'on appelle le CHIM-RAD, c'est-à-dire un acronyme en clinique courante qui peut nous aider, notamment en anglais. Alors, ça vient de l'anglais, donc en gros, c'est certaines tumeurs thyroïdiennes causent une hyperthyroïdie sévère, donc SH de Severe Hyperthyroidism, qui peuvent devenir des masses de taille importante, parfois avec localisation intrathoracique, c'est le I du CHIM-RAD de l'acronyme, multifocale, c'est le M, avec résistance R au traitement antithyroïdien, le chat dont on parlait tout à l'heure. Donc en gros, si vous avez un ou plusieurs de ces caractéristiques chez un chat, par exemple, il vient en tempête thyroïdienne, le thyroid storm syndrome, c'est des chats qui arrivent en dyspnée respiratoire,
parce qu'on pense qu'ils font des thromboembolies ou des bronchospasmes et qui ont un T4 extrêmement augmenté, ou encore qui viennent avec des grosses masses, ou encore qui vous diagnostiquent, qui ne répondent pas du tout aux médicaments par voie orale, il se peut, du coup, c'est des éléments en faveur d'une hyperthyroïdie due à un adénocarcinome. Est-ce qu'il y a des kystes thyroïdiens? Également, la réponse est oui. Ces kystes thyroïdiens sont associés ou pas avec des hyperthyroïdies et ils peuvent être à la fois bénins ou malins. Donc, il y avait des cystadénomes ou des carcinome également. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un kyste que c'est forcément une tumeur et ce n'est pas parce qu'il y a un kyste que c'est forcément non néoplasique. Mais sachez qu'on peut avoir des gros nodules à la fois intrathoraciques ou cervicaux dont la taille en fait est aggravée par la présence de ces kystes qui répondent bien à la radiothérapie, voire à la chirurgie, mais qui répondent moins bien aux traitements médicaux à mon souvenir. En termes de pathogénèse, on pense que c'est une maladie multifactorielle dont la cause vraie est inconnue. Il y a des facteurs génétiques qui jouent, donc différents gènes qui ont été mis en évidence. L'alimentation tout au long de la vie de l'animal, notamment des aliments qui sont déficients en iode, en sélénium, mais riches en soja. Donc, quid des alimentations de type hypoallergénique à base de soja pendant toute la vie d'un chat? Je n'ai pas la réponse évidemment. Et également l'environnement. L'environnement, ça a été vraiment ce qui, d'un point de vue statistique, est remis en cause le plus dans la pathogénèse et la fréquence de diagnostic des hyperthyroïdies, notamment l'exposition chronique au bisphosphénol A et au PBDE. Et notamment dans les études, ce qui revient en auge, même dans des études récentes, disons qui est toujours remis en avant et qui statistiquement est significatif, c'est que l'utilisation de boîtes avec opercules qui s'ouvrent rapidement et qui contiennent donc du bisphosphénol A dans leur revêtement serait en fait l'origine de la plupart de la contamination environnementale. Évidemment, ce n'est pas pour autant qu'il faut dire que l'animal ne mange pas de boîte. Notamment l'alimentation humide est aujourd'hui la plus conseillée, surtout chez le chat. Et si un chat pouvait se nourrir 100% d'alimentation humide, ça serait mieux. Et c'est surtout pas les boîtes non plus d'aujourd'hui qu'on retrouve dans le marché vétérinaire, mais c'est des boîtes au sens large, même en médecine humaine, qui peuvent contenir ce type de substances qui seraient en fait le plus probablement avec d'autres causes génétiques, alimentaires, etc., à l'origine de cette fréquence élevée, cette prévalence élevée de maladies hyperthyroïdiennes chez les chats. En termes de diagnostic, c'est assez simple finalement quand on a une symptomatologie clinique très parlante. De base, on va avoir un propriétaire qui nous présente des problèmes ou liste de problèmes qui vont être associés à la découverte de certaines anomalies à l'examen clinique, associées puis à des anomalies biologiques à la prise de sang qui vont nous accompagner dans ce diagnostic et nous conforter en fait finalement dans notre suspicion initiale. Parfois, c'est un peu plus délicat, la clinique ne nous aide pas ou la clinique est fortement évocatrice, mais finalement la biologie ne confirme pas cette suspicion très forte et donc il faut nous aider par d'autres biomarqueurs dont on parlera après, qui sont la T4 libre et ou la TSH, ou encore parfois on a besoin de la scintigraphie, que soit en termes de diagnostic de certitude, c'est parce qu'on a un gros doute et qu'on n'arrive pas à diagnostiquer une hyperthyroïdie, ou parce qu'on l'a diagnostiqué, mais les propriétaires demandent un traitement chirurgical ou par radiothérapie, surtout chirurgical, et que du coup on veut savoir si cette maladie est unilatérale, bilatérale ou multifocale. En termes d'anamnèse, il y a une symptomatologie clinique qui est en lien avec l'augmentation du métabolisme basal et avec l'augmentation du catabolisme protéique. Donc en gros, qu'est-ce que ça signifie? C'est que ces animaux ont forte chance de maigrir en bouffant beaucoup, ce qui est le rêve de tout le monde, je pense. Donc amaigrissement et polyphagie, c'est les signes cliniques par définition. Vous voyez que finalement, les troubles digestifs sont plus rares, c'est 1 chat sur 2 pour les vomissements et la diarrhée, finalement, c'est 2 chats sur 10. Donc, ce n'est pas forcément les troubles digestifs qui doivent nous inviter à aller chercher une hyperthyroïdie, c'est plutôt l'association de polyphagie, amaigrissement et polyuropolydipsie qui va soutenir cette suspicion. C'est souvent une maladie du chat âgé, donc très fréquente à partir de 9 ans, mais possible également dès l'âge de 6 ans. Souvent, c'est des Européens à poil lent. Alors, est-ce qu'il y a un biais de Mendès
il faut toujours se le demander parce que les chats à poils longs sont plus demandés et adoptés par rapport aux chats à poils courts. Et enfin, sachez qu'il y a également des troubles comportementaux qui sont parfois mis en avant comme seuls signes cliniques ou qui accompagnent les signes cliniques de PUPD, amaigrissement et polyphagie, qui ne sont pas forcément liés avec une hypertension artérielle et qui peuvent être des vocalisations, des changements vraiment d'attitude vis-à-vis du propriétaire qui peuvent arriver jusqu'à l'agressivité dans certains cas. Il existe également une forme de hyperthyroïdie apathique, c'est celle qui est malheureusement ratée la plupart du temps, c'est-à-dire c'est des animaux qui sont dysorexiques, polyuropolydipsiques et qui maigrissent et qui accessoirement sont abattus. On a tendance à ne pas penser à l'hyperthyroïdie dans ces cas-là. Évidemment, vous avez raison, il faut tout d'abord penser à d'autres maladies, comme par exemple une atteinte rénale, un lymphome de bas grade ou une gastroentéropathie chronique. Mais ne négligez pas le dosage d'une T4 totale si les autres hypothèses diagnostiques ne sont pas confirmées par votre démarche. Et parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de polyphagie qu'on n'a pas une hyperthyroïdie, en fait. C'est ça qu'il faut retenir de cette diapositive. En termes d'anomalies cliniques, bon, vous le savez mieux que moi, il va y avoir un amaigrissement surtout caractérisé par une amyotrophie. Il va y avoir une perte de l'élasticité cutanée, donc ce n'est pas des animaux déshydratés. Il ne faut pas faire de pli. Dès l'instant que vous avez un chat à partir de l'âge de 8-9 ans, arrêtez de faire le pli de peau. La déshydratation et l'état d'hydratation s'évaluent en touchant les muqueuses, si le chat se laisse faire évidemment, ou en regardant les muqueuses oculaires. Autrement, il va y avoir une perte d'élasticité cutanée chez les chats âgés. Donc vous allez avoir l'impression que tous vos patients à partir de l'âge de 9 ans sont déshydratés. Ce n'est pas le cas, a fortiori en cas de hyperthyroïdie. Vous pouvez avoir des troubles, des anomalies à l'auscultation cardiaque, donc une tachycardie, et ou des dysrythmies caractérisées principalement par un bruit de galop et ou un souffle cardiaque. Évidemment, ce n'est pas parce que vous n'avez pas ces anomalies qu'il n'y aura pas d'hyperthyroïdie, et ce n'est pas parce que vous avez ces anomalies que forcément il doit y avoir une hyperthyroïdie. Notamment, le lien entre hyperthyroïdie et myocardiopathie n'est pas vraiment établi avec certitude à ma connaissance. Est-ce que c'est parce que c'est des animaux âgés? Est-ce que c'est parce qu'il y a une hypertension artérielle? Est-ce que c'est parce qu'il y a autre chose? Qu'effectivement, il y a une association, une fréquence qui est assez importante parmi ces entités. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la T4, c'est un ionotrope et un chronotrope positif. Donc, les troubles du rythme sont tout à fait possibles. Une tachycardie est tout à fait possible. Et est-ce que c'est cet effet ionotrope et chronotrope positif qui finalement fait augmenter l'épaisseur cardiaque? C'est une autre possibilité qui rentre en jeu, sachant également qu'il y a également des myocardiopathies restrictives qui ont été décrites en cas d'hyperthyroïdie, voire même des cardiomyopathies dilatées chez le chat, découvertes en cas d'hyperthyroïdie. Donc vous voyez que c'est assez large. Enfin, le nodule au regard de la région cervicale ventrale, le fameux goitre, c'est quelque chose finalement d'assez sensible. Il y a peu de faux négatifs si vous prenez l'habitude d'aller palper, d'aller sentir, mais par contre la spécificité n'est pas parfaite. De nouveau, ce n'est pas parce qu'il y a un goitre égal, il y a une hyperthyroïdie. Non, un chat peut avoir un nodule dans cette région qui est parathyroïdien, qui est sous-cutané, qui n'a rien à voir avec la thyroïde, ou encore il peut avoir un nodule thyroïdien qui ne sécrète pas pour l'instant d'hormones, donc finalement votre dosage de la T4 totale sera normal, ou encore ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de goitre qu'il n'y a pas d'hyperthyroïdie. Donc certes à rechercher, mais pas non plus à utiliser, on va dire, comme sacre graal de l'hyperthyroïdie. Et notamment, c'est dans cette étude qui nous disait que c'est quelque chose de sensible mais peu spécifique. Notamment, 80% des chats hyperthyroïdiens avaient un nodule palpable, donc c'est pas mal sensible, mais 20% de chats sains ou de chats avec une maladie non thyroïdienne avaient également un nodule palpable. Donc vous voyez que la spécificité n'est pas non plus parfaite. Anomalies biologiques, elles sont fréquentes, elles sont également peu spécifiques, elles peuvent mimer, voire polluer la démarche diagnostique d'autres maladies éventuellement présentes en termes de comorbidité en cas d'hyperthyroïdie. Notamment, étant des animaux âgés, ils ont le droit d'avoir plusieurs maladies. Et souvent, c'est des chats qui ont à la fois une hyperthyroïdie et une maladie rénale chronique, une hyperthyroïdie avec une cholangiopathie, ou encore un lymphome de bas grade, ou encore des entéropathies chroniques, ou encore
pancréatite, diabète sucré, tout ce que vous voulez. Ce qui signifie que d'un côté, ce n'est pas parce que vous avez diagnostiqué une hyperthyroïdie que vous vous arrêtez là. S'il n'y a pas d'amélioration clinique notable du tableau clinique, il faut se demander si on n'a pas raté une deuxième, ou troisième, ou quatrième maladie associée. Et de l'autre côté, ce n'est pas parce que votre T4 total est normal que vous écartez d'emblée une hyperthyroïdie, parce qu'on le verra après, malheureusement, la T4, c'est une hormone, et on va même utiliser le terme de biomarqueur, qui est extrêmement peu fiable quand il y a plusieurs maladies en même temps. Et ça, c'est vrai chez le chien comme chez le chat, et on le verra après. En termes d'anomalies biologiques, il va y avoir pas mal de choses. Donc, ici, un tableau. Les plus importants sur lesquels je voudrais que vous gardiez votre attention, c'est l'augmentation des alates et ou des pales jusqu'à 90% des chats. Ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas qu'il n'y a pas d'hyperthyroïdie, c'est jusqu'à 90% des chats, ce n'est pas 90% des chats, d'accord? Encore, vous avez azotémie et ou augmentation de la SDMA, 10% des chats, ce n'est pas parce qu'il n'y a que 10% des chats qui ont une hyperthyroïdie qui vont avoir également une néphropathie chronique, c'est parce que, et on le verra après, à cause de l'hyperthyroïdie, il y a des maladies rénales chroniques masquées qu'on ne mettra en évidence qu'après la mise en place du traitement. Donc la prévalence, la fréquence, de ces maladies rénales chroniques est bien plus élevée que ces 10%. Encore, cétonémie et cétonurie. Ça, c'est un message à garder même pour le diabète tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'un chat a des corps cétoniques dans les urines ou dans le sang qu'il est en diabète acidocétosique. Rappelez-vous que les corps cétoniques, que ce soit dans le sang ou dans les urines, c'est le reflet d'un catabolisme accru des graisses, c'est-à-dire on a augmenté la lipolyse pour aller chercher de l'énergie de nos réserves graisseuses. Et quand vous pensez à l'hyperthyroïdie comme étant une maladie qui augmente le catabolisme protéique et le métabolisme basal, qu'est-ce que cela vous dit? C'est qu'il vous dit que c'est une maladie qui demande beaucoup d'énergie. Cette énergie, il y a un moment, l'organisme il va la prendre en augmentant l'appétit, donc polyphagie, mais également en allant piocher dans ses réserves graisseuses. Et quand on pioche dans les réserves graisseuses, eh ben, on va utiliser les corps cétoniques comme base d'énergie. C'est pour ça que vous pouvez avoir et vous aurez des cétonémies et des cétonuries en cas d'hyperthyroïdie. L'hypocobalaminée a été décrite, il y a eu une première étude qui a dit l'hypocobalaminée est fréquente en cas d'hyperthyroïdie, oh my god, il faut que je la cherche et que je la traite. Et après, une autre étude plus récente a dit keep calm, faut respirer. Effectivement, les chats avec hyperthyroïdie ont tendance à avoir des hypocobalaminémies. Effectivement, ces hypocobalaminémies ont tendance, dans la grande majorité des cas, à se résoudre après traitement de l'hyperthyroïdie. Dans cette étude, c'était par radiothérapie. Mais ces hypocobalaminémies sont non significatives, c'est-à-dire sont non cliniques et ne vont pas engendrer de troubles digestifs, ni de perte d'appétit, ni de perte en bon point de l'animal. Donc finalement, ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher en cas d'hyperthyroïdie. Donc, cela dit, quelle est l'approche diagnostique qu'on vous propose? Vous avez tout d'abord une forte suspicion clinique. J'ai un chat qui a maigri, polyphage et un POPD, plus ou moins avec des troubles digestifs, et j'ai un T4 total augmenté à ma prise de sang. Si à la NFS, j'ai pas d'anomalie, une érythrocytose modérée, et ma biochimie sanguine est normale, ou j'ai une augmentation modérée de paléalate avec bilirubine totale normale, c'est très probablement une hyperthyroïdie isolée, je traite. Je vais faire un contrôle. Si j'ai persistance des signes cliniques et ou des anomalies biologiques malgré le traitement qui est bien donné par le propriétaire et malgré une normalisation de la T4 totale, signifie qu'il faut que je cherche une comorbidité. J'ai raté quelque chose, mais par les mésalates n'étaient probablement pas augmenté à cause de l'hyperthyroïdie. Encore, j'ai mon chat cliniquement hyperthyroïdien avec T4 total augmenté. Et à l'ANFS, au moment du diagnostic, avant de mettre en place le traitement, j'ai d'emblée une anémie. L'hyperthyroïdie ne provoque pas d'anémie. Donc, il doit y avoir une autre chose. Dans ce cas-là, je vais directement rechercher une comorbidité, que ce soit avec biochimie normale ou avec biochimie anormale. J'ai toujours mon animal qui est hyperthyroïdien cliniquement et qui a un T4 total augmenté. La NFS est normale où il y a une érythrocytose modérée. À la biochimie, j'ai une augmentation de PAL et ou des alates, mais aussi de la bilirubine totale. Ça ne peut pas être l'hyperthyroïdie. Mon chat, certes, est hyperthyroïdien,
mais il y a un autre problème. Il faut que je cherche une comorbidité. Hémostase, est-ce qu'il y a un risque de saignement ou de thromboembolie en cas d'hyperthyroïdie? Les études sont assez contradictoires jusqu'à qu'on arrive à se faire une mini-idée du fait qu'il semblerait que les plaquettes ne sont pas affectées en cas d'hyperthyroïdie, qu'il y a possiblement un dysfonctionnement endothélial qui va se résoudre après la radiothérapie, donc effectivement un lien possible, cause-effet entre hyperthyroïdie et troubles de l'hémostase, et que finalement, il semblerait qu'il y a une tendance à l'état hypercoagulable chez les chats hyperthyroïdiens. Qu'est-ce que j'en retiens? C'est que potentiellement, l'hyperthyroïdie est une maladie hypercoagulable, donc qui peut engendrer des thromboembolies. Est-ce qu'on a des chats hyperthyroïdiens qui viennent avec des signes cliniques de thromboembolie, notamment pulmonaires, veineuses, évidemment, la plupart du temps? Non, c'est rare, hormis ces chats qui arrivent en tempête thyroïdienne, la thyroid storm syndrome, avec ces crises de dyspnée importantes. Est-ce qu'eux ne feraient pas effectivement des thromboembolies pulmonaires qui seraient en lien avec une énorme quantité de T4 dans le sang? Donc c'est souvent des animaux avec cette T4 indosable parce que trop élevé. Si on parle du diagnostic biologique en termes de hormones thyroïdiennes, la T4 totale, c'est le paramètre qu'on va utiliser tout le monde en clinique ou en laboratoire. Alors déjà, je vous sensibilise en chose, l'hormonologie au chevet du patient est extrêmement aléatoire. Je m'explique mieux. Même si moi-même, dans la clinique où je travaille, nous avons la possibilité de doser la T4 totale, de doser la fructosamine, bon, c'est pas vraiment une hormone, mais enfin, de doser le cortisol et de doser la progestérone. Or, je ne le fais jamais, tout simplement parce qu'il y a une technicité très particulière pour les dosages hormonaux et donc, personnellement, je n'ai pas de confiance dans les dosages hormonaux au chevet du patient. A fortiori, si vous n'utilisez pas de sérum et a fortiori, si vous me remplissez ces cupules avec du sang entier que je ne peux pas voir et que je brûlerai à longueur de journée, parce qu'en gros, vous mettez un échantillon sanguin dont vous ne connaissez pas la nature lipémique ou hémolytique avant d'avoir le résultat que la machine vous recrache la cupule en arrière. Vous me suivez? Donc, je vous lance un défi. Je suis sûr que personne d'entre vous va regarder la cupule après résultat pour savoir s'il y avait une hémolyse ou une lipémie. Donc, en gros, vous allez... vous le faites très bien. Donc, j'ai perdu le défi. On a assisté à tes conférences. Voilà, très bien. Donc, ça, il faut le faire. Mais il vaut mieux prendre le temps de centrifuger, regarder et ne pas lancer l'analyse si c'est lipémique ou hémolytique. Pour les hormones, si vous êtes parfait, que vous utilisez un tube sec, que vous centrifugez, qu'il y a un beau culot, c'est-à-dire qu'il y a un beau surnageant qui se forme, qui est clair, et que vous-même, vous avez confiance en vous ou de la personne qui fait les manips pour la quantité de sérum que vous donnez, mettez de la machine, etc., alors allez-y, faites les dosages hormonaux cliniques. Moi, personnellement, je ne les fais pas, je les fais au laboratoire externe, ce qui est souvent également moins cher. Cela dit, la T4 totale, parmi toutes les choses que vous pouvez doser en clinique, est celle qui a la moindre variabilité, celle qui a la plus haute variabilité, c'est la fructosamine. Donc ça, vraiment, je vous invite à ne pas le faire chez vous. Hormis si vous utilisez un tube sec, etc., etc. Ça, on le verra tout à l'heure. T4 totale, elle augmente dans 90 à 95% des chats avec hyperthyroïdie et l'augmentation de la T4 totale est corrélée à la sévérité des manifestations cliniques, comme on a dit tout à l'heure. Si vous avez un T4 total normal, mais un animal fortement suspecté d'être hyperthyroïdien, soit il y a une erreur de laboratoire, il faut y penser tout de suite et c'est la première chose, soit il y a une hyperthyroïdie débutante, soit il y a une maladie intercurrente. Pour l'hyperthyroïdie débutante, soit vous réitérez le dosage de la T4 2 à 4 semaines après, sachant que si c'est une hyperthyroïdie débutante, cet animal ne va pas mourir de son hyperthyroïdie parce qu'on a dit que la gravité d'augmentation de la T4 est égale à la gravité de la manifestation clinique. Donc si c'est du débutant, il aura des signes cliniques qui sont très discrets, on va dire. Autrement, vous pouvez doser la concentration en T4 libre et on verra après comment. Autre possibilité, c'est que vous avez une maladie intercurrente. On appelle ça un euthyroid sick syndrome ou euthyroxinémie réactionnelle en français. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous prie de vouloir garder avec vous après cette journée parce qu'elle est valable chez le chien et chez le chat. N'importe quelle pète de travers, pour rester très scientifique, va diminuer la T4 totale. Une otite chronique chez un chien est capable de diminuer la T4 totale.
Donc, moi, ça me montre la rage quand j'ai en consultation, même référé ou non référé, parce que c'est encore plus difficile quand c'est du non référé, c'est du deuxième avis, des chiens coquers avec des otites chroniques chez lesquels on a dosé la T4 qui était basse chez les amis sous fort tyran. À quel moment vous pensez qu'il y a eu un bon diagnostic d'hypothyroïdie chez un chien? À aucun moment. On a tout simplement cherché un diagnostic refuge parce qu'on ne savait pas quoi dire aux gens. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est aller voir un dermatologue parce que le cocker il va vivre avec son otite toute la vie et ça ne peut pas être mon problème, mais ça doit être le problème du dermatologue. Et que quand vous dosez la T4 chez un animal qui a une autre maladie, cette T4 elle va être basse. C'est une réaction physiologique et normale de l'organisme. Donc, message à retenir pour les chiens, c'est que je ne vais jamais plus dans ma vie diagnostiquer une hypothyroïdie sans doser la TSH. Et message à retenir chez le chat, c'est qu'un chat hyperthyroïdien peut avoir un T4 total normal si associé à son hyperthyroïdie, il a une autre maladie qui peut être une pancréatite chronique, une cholangite, un lymphome de bas grade, n'importe quoi. Donc, exemple, T4 total, là vous avez les chats sains. Vous voyez qu'il y a certains chats sains qui parfois ont des T4 totales qui sont augmentés en dehors des valeurs usuelles. Animaux hyperthyroïdiens, dans la grande majorité des cas, la T4 totale sera augmentée, mais il y a une partie de chats où la T4 totale est normale. Et animaux avec d'autres maladies, mais non hyperthyroïdiens, vous voyez que la T4 totale a tendance à être dans les normes, voire même basse, parce que je vous ai expliqué que c'est un paramètre qui est très sensible aux autres maladies. Voilà le plus important à retenir. Donc là, c'était la fameuse histoire des fluctuations. On a dit que quand l'animal est hyperthyroïdien, la T4 totale a tendance à fluctuer, mais toujours en dehors des valeurs usuelles. Donc, qu'est-ce que ça vous dit cela? Ça vous dit que finalement, le contrôle de la T4 totale par rapport au traitement, vous pouvez le faire n'importe quand, même à minuit, si vous voulez travailler à minuit. Il ne faut pas le faire 4 à 6 heures après la prise du médicament, comme pour le fort tyran. Chez le chat hyperthyroïdien, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée. En revanche, ces fluctuations vous disent également que là, vous avez les valeurs usuelles. Chez un animal sain, vous pouvez avoir parfois, sortir de ces valeurs usuelles, avoir un faux résultat d'hyperthyroïdie. D'accord? Les valeurs borderline, eux, ils ont tendance à se situer, c'est-à-dire les animaux qui sont hyperthyroïdiens débutants, ils ont tendance à se situer la plupart du temps en dehors des valeurs usuelles, mais il se peut que vous n'ayez pas de bol et qu'ils tombent dans les valeurs usuelles si vous la dosez à un jour T instantané. C'est pour ça le conseil de réitérer 15 jours après. Quelle valeur usuelle de T4 total? On va utiliser les valeurs usuelles de l'automate pour une fois ou de laboratoire, encore mieux. Mais sachez que des études sont en cours parce qu'on pense qu'il faudrait baisser ces valeurs usuelles chez le chat âgé parce qu'on pense que la T4 totale a tendance à être plus élevée chez le chaton et plus basse chez le chat très âgé. Mais pour l'instant, on garde les valeurs usuelles proposées par le labo. T4 libre au Free T4. Elle est plus sensible de la T4 totale. On avait dit que la T4 totale était augmentée chez 90 à 94-15% des chats hyperthyroïdiens. La T4 totale libre, elle est augmentée chez 98% des chats hyperthyroïdiens. Donc, elle est un peu plus sensible. Et elle est surtout augmentée jusqu'à 95% des chats avec hyperthyroïdie discrète à débutante. Alors que dans ces cas-là, la T4 totale est augmentée que chez un chat sur 2. En médiane, grosso modo. Par contre, la T4 libre, elle est bien moins spécifique que la T4 totale, ce qui signifie qu'elle va vous donner plus de faux positifs. Donc, ne jamais utiliser la T4 libre toute seule, ni en première intention, mais toujours associée à la T4 totale et uniquement si votre T4 totale n'a pas confirmé une suspicion qui était clinique d'hyperthyroïdie. Je vous fais un exemple. J'ai eu un chat référé qui s'appelle Cléo, qui venait pour perte de poids, polyphagie, polyuropolydipsie et vomissement chronique. 13 ans, femelle stérilisée. Vétérinaire a dosé la T4 à plusieurs reprises, elle était normale, à la fois chez elle et au laboratoire. Elle l'a référé. Cléo a eu une prise de sang en échographie abdominale, une endoscopie, un diagnostic de lymphome de bas grade. Donc tout explique le tableau clinique, sachant que le lymphome de bas grade, parfois, chez le chat, s'associe à une polyphagie et non pas à une perte de poids. Il a été traité pour son lymphome de bas grade et quand est venu en contrôle,
re-référé, c'est parce que finalement, elle avait repris du poids et mangeait moins, mais elle continue à avoir des vomissements et finalement, elle n'avait pas une reprise de poids si importante comme attendu et surtout une POPD persistante. Là, on a redosé la T4 qui était la valeur supérieure de l'intervalle de référence, mais rappelons-nous, il y a une maladie intercurrente et en plus, à lymphome de Bagrad, on le traite avec du chlorambucil et de la cortisone. Et la cortisone a tendance à faire baisser la T4 totale. Donc on a dosé la T4 libre qui était au plafond. Donc ce chat avait à la fois un lymphome de Bagrad et une hyperthyroïdie. Et aujourd'hui, elle a repris du poids, elle n'a plus de POPD, etc., etc. Voilà l'exemple type de l'intérêt d'une T4. Et donc dans les études, ici, c'est la T4 libre. Vous avez les animaux normaux. Il y a quand même certains animaux qui ont faussement une valeur augmentée, donc manque de spécificité. Ici, les hyperthyroïdiens, la grande majorité des hyperthyroïdiens ont T4 libre augmentée, mais il y a une partie qui est quand même normale. Et par rapport à la T4 totale, vous voyez qu'elle est plus sensible, elle est plus utile pour ces animaux qui ont des... excusez-moi, elle est moins sensible et moins utile pour les animaux qui ont d'autres maladies en dehors d'une hyperthyroïdie. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas l'utiliser toute seule. T3, ça ne sert à rien. Je fais un résumé. Il ne faut pas l'utiliser. TSH canine, vous pouvez l'utiliser également chez le chat. Presque tous les chats hyperthyroïdiens ont un TSH indétectable, très basse. Évidemment, l'hyperthyroïdie, c'est le contraire de l'hypothyroïdie. Chez un chien hypothyroïdien, la T4 est basse et la TSH est très augmentée. Chez un chat hyperthyroïdien, la T4 est très augmentée, la TSH est très basse. Toutefois, la TSH n'a pas de spécificité accrue, donc elle aussi elle peut donner des faux positifs parce qu'elle est détectable chez certains chats, faux négatifs parce qu'elle est détectable chez certains chats hyperthyroïdiens, elle est également peu spécifique parce qu'elle peut donner des faux positifs. Par conséquent, comme la T4 libre, on utilisera la TSH uniquement si la T4 totale et la T4 libre n'ont pas été utiles à confirmer une suspicion clinique d'hyperthyroïdie. Et donc là, en gros, ce que je viens de vous dire, d'abord dosage T4 total et T4 libre, éventuellement doser la TSH si besoin. Voilà un arbre décisionnel conseillé. J'ai une suspicion clinique d'hyperthyroïdie, je dose la T4 totale, elle est augmentée, j'ai une hyperthyroïdie confirmée. Je dose la T4 totale, elle est normale ou borderline, je dose la T4 libre, elle est augmentée, j'ai une hyperthyroïdie confirmée. Autrement, j'ai une T4 totale normale ou borderline, je vais rechercher une comorbidité et je dose quand même la T4 libre. Si elle est normale, je dose la TSH. Si la TSH est non détectable, l'hyperthyroïdie est fortement possible, je peux même me permettre de la traiter. Si en revanche, même la TSH ne m'aide pas, je dois aller à la scintigraphie. Je n'ai pas d'autre moyen. Si je crois vraiment que c'est une hyperthyroïdie, il ne me reste que la scintigraphie. Si j'ai une suspicion clinique d'hyperthyroïdie et un T4 total basse, je vais rechercher une comorbidité. La scintigraphie est un examen qui est rapide, qui se fait sur un animal vigile et en gros on va regarder le ratio entre les glandes salivaires et les glandes thyroïdes. Si ce ratio, pas nous, les gens qui la font, s'il est supérieur à 1,5, on a un diagnostic d'hyperthyroïdie, donc elle est très utile dans les cas borderline, très utile dans le diagnostic d'adénocarcinome thyroïdien, très utile pour différencier une maladie unilatérale d'une maladie bilatérale, d'une maladie multifocale et surtout, elle va nous aider également pour l'ajustement de la dose de radiothérapie en cas d'utilisation de iode radioactif et donc diminuer ainsi les risques de hypothyroïdie iatrogénique. Pour le traitement, on a, alors là vous avez vu qu'il y a FL qui est sorti, c'est parce que c'est mon résident qui me rappelle que c'est lui qui a fait le boulot, il s'appelle Philippe Lodarski, on le remercie. 4 options thérapeutiques, les médicaments par voie orale et l'alimentation pauvre en iode, ça va contrôler la production des hormones thyroïdiennes, mais ce n'est pas curatif. Et après, on a la chirurgie et le iode radioactif qui sont potentiellement curatifs. D'autres traitements ont été décrits, l'ablation par éthanol, l'ablation par chaleur et Sarah Fox a parlé d'une homéothérapie, bref, du pipeau, mais je vous l'ai mis. Du pipeau. Il y avait quand même une étude sur 4 cas, mais on n'a pas compris si c'était vraiment des hyperthyroïdies ou pas. Avant de traiter, pourquoi je dois traiter? Parce que c'est une maladie chronique, progressive et débilitante.
Il ne faut pas garder une hyperthyroïdie en place. Au fur et à mesure du temps, vous allez tuer l'animal. Vous n'allez pas le tuer aujourd'hui, mais vous allez le tuer au fur et à mesure du temps. Donc, ce réflexe de se dire, j'ai un animal qui a à la fois une hyperthyroïdie et une maladie rénale chronique, du coup, je vais garder la T4 à la valeur supérieure de l'intervalle de référence. Comme ça, elle m'augmente le débit de filtration glomérulaire, elle me fait baisser la créatinine. C'est nul, hein. Vous allez tuer votre patient. Il faut traiter l'hyperthyroïdie. Traiter parce qu'une transformation tumorale est possible et car la progression vers une maladie ectopique, donc des nodules ailleurs que de la région cervicale, voire multifocale, est possible, voire certaine avec le temps. Le choix du traitement, il dépend de l'âge de l'animal. On ne va pas proposer une chirurgie à un animal de 17 ans versus un chat de 7 ans, par exemple. L'état clinique de l'animal, évidemment, si l'animal est stable, il aura droit assez rapidement en radiothérapie ou en chirurgie par rapport à un animal instable, qui aura plutôt droit au début à être contrôlé par un traitement médical. À la présence de comorbidité, mon chat avec un lymphome de bas grade, je ne vais pas lui proposer d'aller en radiothérapie ou en chirurgie, parce que le pronostic n'est pas très bon. Aux aspects financiers, évidemment, les expectatives du propriétaire. Je ne peux pas. Quel est mon but en tant que propriétaire? Je veux juste un confort de vie pour mon animal ou non, je veux oublier cette maladie définitivement, plus l'avoir face à moi. Les disponibilités de iode, nous, dans la région, on l'a. La technicité du chirurgien en cas de chirurgie et les objectifs du proprio, je vous l'ai dit. Donc, en gros, il faut s'asseoir avec les... C'est pas un diagnostic et un traitement qu'on fait en 10 minutes. Hein. C'est une consultation de 40 à 45 minutes pour une hyperthyroïdie. Pourquoi avoir un minimum database? C'est-à-dire, pourquoi ne pas s'arrêter à la prise de sang NFS, BIOCH, IONO en cas d'hyperthyroïdie? Parce que cette étude chez des chats qui avaient été référés pour radiothérapie parce que hyperthyroïdia a rapporté qu'une grosse partie d'animaux avaient d'autres maladies qui ont soit empêché la radiothérapie, soit retardé la radiothérapie. Donc évidemment, si un animal de 14 ans vient en consulte, vous le diagnostiquez hyperthyroïdien et les gens veulent aller à la radiothérapie, faites-lui un bilan complet incluant des radiographies thoraciques parce que s'il a un adénocarcinome pulmonaire de découverte fortuite, il n'y a plus vraiment d'indication à aller aux radiothérapies. Oh, il y en a, mais il faut dire aux gens, si vous allez aux radiothérapies, c'est parce que vous voulez guérir une maladie chronique, l'hyperthyroïdie, mais derrière, il faut également se prendre en charge ce carcinome. Est-ce que ce carcinome, c'est une métastase dans l'adénocarcinome thyroïdien, ou si ce n'est pas, est-ce qu'il ne faut pas l'enlever s'il n'y a pas de métastase ailleurs, si vous voulez vraiment traiter votre animal? Donc on doit avoir un tableau complet de votre patient et non pas que la thyroïde. Tableau récapitulatif sur les traitements que je ne vais pas lire avec vous parce que dans 8 minutes, Kevin va me tuer, mais vous avez tous les pour et les contre de chaque traitement avec à quel moment c'est attendu d'avoir des améliorations cliniques et quel type d'effets secondaires je m'attends d'avoir. Donc je vous le lirai tranquillement à la maison. En termes de traitement par voie orale, on a thiamazole et carbimazole qui sont les mêmes. Ne jamais écraser ou couper ces comprimés. Toujours dire aux gens que s'il y a des femmes enceintes dans le foyer, il ne faut absolument pas qu'ils les administrent aux animaux parce qu'ils sont tératogènes. Et il ne faut pas que les femmes enceintes nettoient la litière de ces chats parce que dans les urines, il va y avoir du médicament tératogène. Et comme je vous disais au début, il n'empêche pas l'adénome de continuer à grandir, il bloque juste la production d'hormones thyroïdiennes. Donc un échappement thérapeutique à un moment donné de la vie de l'animal arrivera. C'est pour ça que j'ai des animaux diagnostiqués jeunes, il vaut mieux privilégier la chirurgie ou la radiothérapie. Quand le faire? Sur demande des propriétaires, animaux très âgés, chats avec une maladie rénale chronique de stade IRIS 3 à 4. Et sachez qu'avec un traitement de radiothérapie, normalement, vous faites gagner un stade IRIS à l'animal. Donc un chat en stade IRIS 3, on ne va pas faire en radiothérapie. On va le faire partir en 4. Pareil, chirurgie, très discutable. Autrement, on le fait avant chirurgie. Pour stabiliser le chat, avant de l'endormir, on donnera le dernier comprimé le matin de la chirurgie. Ou encore en attendant la radiothérapie, si à Mystembet, ils vous disent qu'il y a un délai de 1 mois avant de pouvoir recevoir votre patient. La dose, c'est 1,25 à 2,5 mg par chat matin et soir en première intention. Vous pouvez donner 5 mg une fois par jour d'Apelka, félimazole ou thiaphéline si l'observance bide est difficile. Autrement, 5 mg par chat matin et soir si la T4 est très élevée et s'il n'y a pas d'azotémie.
Autrement, si l'observance est difficile, je vous conseille d'utiliser du Vidalta à 15 mg par chat une fois par jour, 10 mg par chat une fois par jour, uniquement si la T4 est modérément augmentée. Notamment sur les RCP, c'est inférieur ou supérieur à 100 nanomol par litre, je crois, comme 14. Quels effets secondaires de ces deux molécules qui finalement sont grosso modo les mêmes parce que le carbimazole est une prodrogue du méthimazole? Alors déjà, ces effets secondaires sont indépendants de la dose, ils sont généralement réversibles, souvent ils apparaissent les 4 à 6, 8 premières semaines, donc en gros, si pendant les 2 premiers mois de traitement, l'animal a bien toléré le médicament, il n'y a pas de raison qu'il ne le tolère pas le reste de sa vie. Et en fonction des signes cliniques, soit je vais arrêter le médicament transitoirement et puis je le remets si j'ai des effets secondaires évidemment, soit je diminue la dose de 50%, soit je l'arrête définitivement, notamment si en cas de prurite cervico-faciale. Là, ce n'est pas la peine de changer avec un autre, il fera du prurite cervico-facial. Il faut changer vraiment de type d'abord médical. Et donc là, de nouveau, un tableau qui va vous résumer les types d'effets secondaires en termes de pourcentage pour chaque médicament et quoi faire si vous avez chacun de ces effets secondaires. Donc, en termes d'arbre décisionnel, je débute un traitement par voie orale, je contrôle 2 à 3 semaines après avec un hémogramme, un T4 total, une analyse urinaire, une biochimie, notamment l'hémogramme pour l'anémie qui peut être engendré par le médicament. La biochimie surtout pour la créatinine et donc l'analyse urinaire pour interpréter la créatinine et bien sûr la T4. Si la T4 totale est inférieure aux valeurs usuelles, je diminue la dose de 25 à 50%. Si la T4 est toujours de les valeurs usuelles au contrôle d'après, je dois rechercher une comorbidité. Là, sauf surdosage, il doit y avoir une autre maladie. Si en revanche la T4 est dans les valeurs usuelles, alors là, je contrôle tous les 2 à 3 semaines pendant 2 mois. Certains disent même recontrôler un mois après, et après vous contrôlez tous les 3 à 6 mois, ce n'est pas la peine de le faire plus rapproché. En revanche, la T4 totale est augmentée, soit l'administration est incorrecte, il n'y a pas une bonne observance, soit je augmente la dose de 25 à 50%, et si au contrôle d'après, la T4 est toujours augmentée, il y a 2 possibilités, hormis une mauvaise observance. Soit c'est carcinomateux, et donc là, malheureusement, il ne répondra pas. Soit il y a une maladie intestinale, une malabsorption, maldigestion, Miki, lymphome, insuffisance exocrine du pancréas, cholangite, qui fait que mon animal ne peut pas absorber le médicament. C'est rare. Hein? Quand faire la prise de sang, je vous disais n'importe quand, est-ce que je dois cibler la moitié inférieure de l'intervalle de référence de la T4? La réponse est oui et non, c'est-à-dire que les cliniciens aujourd'hui s'en fichent, mais sachez que si vous restez haut dans la partie haute de l'intervalle de référence, il se peut que les signes cliniques ne disparaissent pas complètement. Et c'est un peu le souci de l'alimentation, parce que l'alimentation, elle marche dans environ 80% des cas, mais elle a tendance à faire rester la T4 dans les valeurs hautes de l'intervalle de référence, ce qui fait que les animaux persistent avec une polyuropolydipsie et parfois ne reprennent pas, parfois non, souvent ne reprennent pas le poids idéal du début. Alimentation pauvre en iode, du coup, elle diminue l'apport en iode, compatible avec les maladies rénales chroniques. C'est une alimentation qui est pauvre avec pauvre en phosphore, on va dire, pour être plus facile. La réponse, elle a lieu entre 1 mois et 6 mois. Au-delà de 6 mois, s'il n'y a pas eu de réponse, il faut changer d'approche. Uniquement les chats d'intérieur. Si vous avez plusieurs chats, tout le monde peut manger l'YD, mais les chats non hyperthyroïdiens, vous allez leur donner quelque chose d'autre à côté en termes d'alimentation humide par exemple, mais non pas l'hyperthyroïdien, sinon ça ne sert à rien. Ne jamais administrer avec un autre traitement antithyroïdien. Là, vous allez flinguer les reins de votre chat. Il y a des controverses parce qu'il contient du soja, mais du coup le soja est goitrogène. Enfin bref, c'est pour un peu les gens qui ont beaucoup de temps libre qui se posent des questions, mais il n'y a pas de souci à la donner, notamment si les gens n'ont que cette option-là, dans 80% des cas, ça marche bien. Iode radiatif, c'est un traitement simple par voie orale ou par voie injectable. Une injection sous-cutanée suffit de la grande majorité des cas. Si elle ne suffit pas, il faut se demander si ce n'est pas un carcinome et du coup augmenter la dose sur une deuxième administration. Elle est curative dans 95% des cas, mais il y a quand même des récidives chez un nombre très petit d'animaux 1 à 6 ans après.
Est-ce que parce qu'il y avait des maladies multifocales, on n'a pas fait de scintigraphie, on n'avait pas les idées claires, on ne sait pas. Mais il ne faut pas la vendre comme c'est sûr qu'il va guérir. Il y a 95% de chances qu'il va guérir, mais 5% de chances que ça récidive. Elle est safe comme traitement, mais une hypothyroïdie est rapportée chez 18% des chats jusqu'à 60% des chats. Donc elle peut quand même engendrer une hypothyroïdie iatrogénique, durable ou pas dans le temps, qui elle est à l'origine d'une néphropathie chronique. Donc ça, il faut l'expliquer aux gens. Et c'est le traitement de choix pour les jeunes chats et pour les chats qui n'ont pas d'autres comorbidités significatives. Bon, la voie orale, je vous l'ai dit, elle existe aussi. Je pense qu'à Misemed, d'ailleurs, ils font la voie orale, mais je ne veux pas dire de bêtises, vous leur demandez. Information à savoir au préalable, il faut des animaux relativement stables parce que pendant une semaine, ils vont être un peu laissés à l'abandon parce qu'ils sont radioactifs. Le médicament par voie orale, s'il avait été mis en place auparavant, il faut l'arrêter au moins une semaine avant parce que sinon, ça va diminuer la captation dans les thyroïdes. Donc, il faut l'arrêter. Il y a des excrétions de petites quantités de iode radioactif encore pendant 4 semaines post-hospitalisation. Bon, ça fait plus peur aux gens qu'autre chose parce que vous allez leur dire et vous dites, mais il faut le reprendre. Donc, bon. Mais bon, faites un papier, écrivez-le tout petit. Et une hypothyroïdie est rapportée chez un grand nombre d'animaux. Par contre, dans la grande majorité des cas, elle est transitoire. Non. Dans un certain nombre de cas, elle est transitoire, mais chez d'autres chats, elle est persistante. Et l'hypothyroïdie est à l'origine de néphropathie chronique chez le chat. C'est pour ça qu'il faut l'éviter à tout prix. Et c'est en gros le grand bémol de la radiothérapie. Ça, je vous l'ai dit, je vais aller un peu rapide parce que sinon, vraiment, on ne s'en sort pas. Pourquoi c'est important d'éviter la hypothyroïdie ? C'est pour la néphropathie chronique. Et ce n'est pas tant l'hypothyroïdie en tant que telle, parce que, en gros, les animaux hypothyroïdiens non azothémiques vivent. Le problème, c'est les animaux hypothyroïdiens et azothémiques qui meurent bien plus rapidement que les non azothémiques. Donc, il faut vraiment faire attention aux patients qu'on choisit pour envoyer en radiothérapie et aux doses de radiothérapie qu'on leur administre. D'où l'intérêt de faire une scintigraphie au préalable, si on peut, parce qu'elle nous accompagne dans les doses de radiothérapie. On ne la fait pas toujours. Est-ce que l'azothémie est tout de même à limite au iode? La réponse est non. Des chats jusqu'à une néphropathie chronique de stade Iris 2, donc 20 mg par litre au maximum de créatinine, sont éligibles à la radiothérapie, mais rappelez-vous que radiothérapie égale je gagne environ un stade de maladie rénale chronique. C'est-à-dire que ces animaux peuvent passer en stade Iris 3 débutant après radiothérapie. Jamais la proposer en MRC 3 et 4. Quel intérêt de la SDMA avant et après? Aucune, je vous l'ai dit ce matin. Il y avait des chats qui avaient l'SDMA augmenté avant et qui avaient l'SDMA normal après radiothérapie, ce qui n'a aucun sens en fait, et d'autres qui avaient l'SDMA normal mais qui ont développé quand même une néphropathie chronique par la suite. Et 2 minutes. Et enfin, la chirurgie, c'est grosso modo un peu la même indication que la radiothérapie. Il faut juste, par contre, pour la chirurgie, essayer d'avoir une scintigraphie au préalable parce que si vous opérez qu'une thyroïde et vous laissez l'autre qui avait un nodule, vous avez opéré inutilement. Si vous opérez les deux, et ça c'est ce qui est conseillé de le faire en 2 temps, très bien, mais s'il y avait une maladie multifocale, ça n'a rien fait parce que l'animal est quand même hyperthyroïdien et il peut être également à l'origine d'une hypothyroïdie iatrogénique, mais qui est très fréquemment transitoire. Et donc là, les survies des animaux thyroïdectomie versus méthimazole, dans cette étude chinoise ou japonaise, je ne sais rien, enfin orientale, il y avait des courbes de survie beaucoup plus meilleures pour les chats ayant une thyroïdectomie versus le traitement par voie orale. Mais attention au biais des études, les animaux qui avaient eu le traitement par voie orale étaient bien plus âgés. Donc, sacré vraiment, quoi. Pronostic, il est généralement bon si je mets un traitement avec des survies importantes en cas de radiothérapie et de chirurgie. Attention aux survies, je vous le disais, les animaux qui ont des traitements par voie orale dans les études sont souvent des animaux plus âgés. Donc ce n'est pas pour cela que le traitement par voie orale ne marche pas. On n'est pas en train de dire ça. Et je pense que les comorbidités, je ne sais pas, je vais les voir avec vous. Bon, la néphropathie chronique, on a parlé. Je voulais juste vous expliquer le pourquoi du comment. L'augmentation de la T4 va en gros produire une augmentation du débit cardiaque avec une augmentation de la perfusion rénale et donc une augmentation du débit de filtration glomérulaire.
ça va activer le système rénine-angiotensin-aldostérone. Donc vous comprenez que d'un côté, ça va baisser la créatinine et donc il nous paraît logique de se dire mais du coup il vaut mieux garder un chat hyperthyroïdien alors qu'il est néphropathe parce que comme ça le débit de filtration glomérulaire augmente, mais comme elle active le SRA, et en fait elle est délétère en même temps et donc elle va tuer notre animal avec sa néphropathie chronique. Donc il ne faut jamais laisser faire une hyperthyroïdie, il faut toujours la traiter. Diagnostic d'hyperthyroïdie, si le chat est déjà azothémique et je dois traiter pour l'hyperthyroïdie, et dans ces cas-là, souvent je choisis un traitement par voie orale ou l'alimentation, attention, le pronostic est réservé. En revanche, si mon chat hyperthyroïdien est non azothémique au diagnostic, je le traite, il développe, donc je démasque une azothémie, le pronostic est grosso modo le même par rapport à un chat non azothémique, sauf s'il y a une hypothyroïdie et que l'azothémie persiste, du coup là évidemment ça a tendance à vivre moins longtemps. Peut-on prédire une azothémie avant le traitement de l'hyperthyroïdie? La réponse est non. En gros, la réponse est non. Il y a une étude très récente qui a dit que peut-être les chats hyperthyroïdiens avec néphropathie chronique cachée ont une densité urinaire qui est plus basse, donc un défaut de concentration urinaire par rapport à ceux qui ne vont pas démasquer d'azothémie par la suite. Mais bon, c'est une étude, on ne va pas le prendre comme de l'or coulé. L'hyperthyroïdie, je vous en ai parlé tout à l'heure, et voilà un peu ce qu'on pense, c'est qu'il y a cette association fréquente, il y a une activation du système rénine-angiotensin-aldostérone, donc c'est presque logique qu'il y ait cette hypertension, mais on n'a pas vraiment un lien de cause-effet direct et clair. Et que cette étude très récente a même dit que les chats hyperthyroïdiens, en fait, au moment du diagnostic, avaient une pression artérielle augmentée qui avait tendance à diminuer dans un nombre non négligeable de chats après radiothérapie. Mais ils pensent en fait que cette hypertension, c'est une hypertension situationnelle due à les changements de comportement de l'animal au lien avec l'hyperthyroïdie plutôt qu'une vraie hypertension, et qu'en fait en traitant l'hyperthyroïdie, l'animal se calme, il devient en gros plus compliant et du coup ça fait baisser la pression artérielle. Et c'est ça que je viens de vous dire. Donc, qu'est-ce que je vais retenir de tout ça? Que l'étiologie de l'hyperthyroïdie est inconnue, donc il ne faut pas dire que c'est la bouffe ou autre chose, c'est multifactoriel. C'est surtout une maladie bénigne, mais parfois la différencier dans l'adénocarcinome, c'est difficile. On peut utiliser le Chimrad, la réponse au traitement, l'histologie ou la scintigraphie. La clinique est assez parlante, donc toujours chercher une hyperthyroïdie sur mon conseil une fois que vous la suspectez et éviter les bilans de santé. Parfois, diagnostic difficile, surtout si comorbidité. Suivez la cascade biologique de T4 total, T4 libre, TSH, éventuellement scintigraphie. Et le traitement parfait n'existe pas, il faut s'asseoir avec les propriétaires, lui proposer les 4 options avec les pour et les contre de chacune et les laisser décider. Ne prenez pas les décisions à leur place, c'est comme ça qu'on se fait des ennemis.